bienvenue à nos spectatrices. Je parle au féminin, mais j'ai l'habitude dans ce secteur des services à la personne. Voilà, on est heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour vous parler du travail de nuit dans le secteur lucratif des entreprises de services à la personne. Et on va essayer de vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Donc, je vais projeter un document qui va servir de support. Nous allons donc vous parler du travail de nuit. Engageons la bataille du temps. Vous allez voir qu'il y a vraiment une vraie bataille à mener. On s'est appuyé pour faire cette présentation sur un texte de doctrine extrêmement intéressant qui a été élaboré par Emmanuel Docques, qui est universitaire à Lyon 2. Qui a beaucoup travaillé sur cette notion de temps de travail qui, vous allez le voir, est assez complexe. Voilà. Et on va commencer par une première analyse juridique, mais simplifiée. On ne va pas vous saouler avec des textes de loi. Et pour ça, je vais laisser la parole à Samira, qui va se présenter dans un premier temps et puis nous faire la revue juridique. Bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Samira, donc je suis conseillère clientèle dans une entreprise de service à la personne, et je suis également conseillère prud'homale et je siège au niveau du CPH du Mans. Donc, dans toute la jurisprudence de la Cour de cassation française sur le temps du travail, le point le plus douloureux est sans doute le suivant. Il s'agit du cas dans lequel un salarié doit rester à la disposition de l'employeur, prêt à intervenir dans un local situé dans l'entreprise où il peut éventuellement dormir. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation considère souvent que ce temps d'attente sur place est un temps de travail effectif, mais elle statue souvent en sens inverse et refuse cette qualification. Elle dit alors qu'il s'agit d'un temps d'astreinte parce que les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, en absence de suggestions particulières. Dans de telles affirmations sont faites au sujet de salariés qui, par hypothèse, doivent rester dans l'entreprise isolés de leurs liens familiaux et sociaux à la disposition de l'employeur. Voire la Cour de cassation s'en contenter pour dire que des salariés confinés sur leur lieu de travail à la disposition de l'employeur peuvent vaquer librement à des occupations personnelles, voir nos juges adopter ainsi une vision aussi dégradée de la liberté, les voir autoriser les employeurs à contraindre leurs salariés à ce point sans salaire ni limite de temps interpellent. Les enjeux d'une définition des temps de travail sont le salaire, la santé, les limites du pouvoir et finalement l'idée même du salariat. En effet, seul le temps de travail effectif donne un plein droit à salaire. Les salaires minimaux et notamment le SMIC sont des taux horaires indexés sur ce temps de travail effectif. Cette indexation du salaire au temps a une histoire qui est au demeurant celle de l'invention du salariat à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Faisons un rapide état des lieux sur la position de la Cour de justice européenne. La directive 2003-88-CE du 4 novembre 2003 ne connaît que deux sortes de temps, le temps de travail et le temps de repos. À partir de ce dualisme, la Cour de justice a construit récemment une trilogie. Elle a d'abord précisé ce qu'il fallait entendre par temps de travail. Elle a ensuite considéré que lorsque le salarié était à la disposition de l'employeur, il était parfois en temps de travail et d'autres fois en temps de repos. Elle a ainsi défini un temps où le salarié est à la disposition de son employeur et où il est néanmoins en temps de repos, corrigeant ainsi le texte de la directive européenne du 4 novembre 2003. Elle a complété cette analyse en précisant que ce temps de repos à la disposition de l'employeur restait du temps de pression, d'intranquillité, et qu'il ne devait être utilisé que parcimonie ne serait que pour des raisons de santé. Elle a ainsi clairement distingué d'une sorte de temps de repos
celui pendant lequel le salarié n'a pas tout à fait la disposition de l'employeur, lequel correspond du temps libre. Donc, l'interprétation du droit français, si les jurisprudences européennes et françaises reconnaissent toutes les deux qu'un temps de disponibilité peut être soit du temps de travail, soit du temps de repos, elles ne placent pas la frontière au même endroit. C'est sur ce point que la jurisprudence française doit faire un effort d'adaptation. L'article L3121-9 du Code du travail exclut la qualification d'astreinte lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union est dans l'exact même sens puisqu'elle qualifie automatiquement le temps de travail, les temps de disponibilité sur le lieu de travail, y compris s'il s'agit du lieu de travail inhabituel. La Cour de cassation, elle, est plus hésitante. Elle est parfois conforme au texte français et à la jurisprudence européenne. Elle qualifie alors le temps de travail des temps de disponibilité sur le lieu de travail, y compris lorsque le salarié y est assez confortablement installé, par exemple dans un logement de fonction. Mais cette qualification n'est pas automatique. La Cour vérifie si, plus d'être sur le lieu de travail, les périodes de disponibilité sont associées à des suggestions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à ses occupations personnelles. En l'absence de telles suggestions, la qualification d'astreinte est retenue. Ces restrictions opérées par la Cour de cassation est donc non seulement contraire au droit européen, mais peu fondée. En conclusion, il revient à la jurisprudence française d'assurer la concordance des temps français et européens autour des trois notions de temps de travail, temps d'astreinte et temps libre. Il convient d'inciter la Cour de cassation, gardienne du droit européen comme l'aide de droit français, de rattraper rapidement le retard qu'elle a pris sur la jurisprudence de la Cour de justice. Il serait même logique qu'elle prenne les devants. La directive du 4 novembre 2003 et la jurisprudence européenne qui s'en est suivie ont été construites au nom de la protection de la santé des salariés. L'idée est juste mais incomplète. Le maintien du salaire à la disposition de son employeur ne restreint pas seulement son droit à la santé. Il restreint aussi son droit à la vie familiale et personnelle, sa liberté d'aller et venir, ses droits au loisir et même son statut de personne libre et égale en droit. Il revient à la Cour de cassation française de construire un encadrement strict des contraintes exigibles hors du temps de travail. Gardienne des libertés, il lui revient d'asseoir une protection vigoureuse du temps libre, plus vigoureuse encore que celle du droit européen et qui n'est guère réputée pour sa défense des droits de liberté des travailleurs. Merci beaucoup, Samira, pour cette synthèse d'un article que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site ledroitouvrier.cgt.fr. Également trouver beaucoup de doctrines et de jurisprudence qui sont accessibles gratuitement. Le droit ouvrier est une publication de la CGT, voilà, qu'on vous invite bien sûr à consulter. Donc, comme Samira vous l'a expliqué, on a d'un côté un corpus de règles européennes qui sont plus protectrices que celles qui sont utilisées par la Cour de cassation en France. L'idée, bien sûr, c'est de faire bouger les lignes. Alors, les articles de doctrine, comme celui produit par Emmanuel Dockès, y contribuent, bien évidemment. Mais nous aussi, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'on voulait un peu resituer et recontextualiser un petit peu cette dichotomie entre le droit européen et le droit français et la placer sous le focus de ce qui se passe dans le secteur des entreprises privées de services à la personne. On va donc vous parler de cette fameuse convention collective qui a été créée de toutes pièces par le plan Borloo en 2005, puisque le secteur lucratif n'existait pas en tant que tel. Donc, le fameux Borloo en 2005 nous avait promis 1 million d'emplois et il avait créé une agence nationale du service à la personne, financée par nos impôts. Voilà, et donc en 2008, après déjà pas mal de bagarres pour savoir qui on mettait dans cette convention collective,
une négociation a commencé à laquelle la CGT a participé. Une négociation qui a été compliquée puisqu'elle était menée par des grands cabinets d'avocats qui étaient là aussi rémunérés par des fonds publics, mais au service d'une idéologie patronale qu'on va retrouver dans le corps de la convention collective, qui, à ma connaissance, est d'une des plus, et sûrement la plus mauvaise que je connaisse en termes de dérogation au Code du travail. Alors, comme on n'était pas très content de cette convention collective qui a été signée par les par les 4 autres organisations représentatives à l'époque, eh bien, nous avons saisi le Conseil d'État qui nous a donné raison dans une décision du 12 mai 2017 aux grandes dames des patrons hein, qui nous reprochaient plutôt que de privilégier la négociation, d'avoir saisi les tribunaux. Eh bien, cette décision du Conseil d'État, elle a été très importante puisqu'elle a été publiée dans le recueil Le Bon qui publie les décisions qui ont une portée importante. Il y a 4 grands items de la Convention collective qui ont été annulés. Le premier, c'est le problème de l'indemnisation kilométrique. Ça vous parlera sûrement si vous êtes salarié du secteur, puisque le Conseil d'État estimait que la faiblesse des frais kilométriques qui étaient remboursés aux salariés les conduisait à être rémunérés en dessous du salaire minimum. Et effectivement, les coûts qui avaient été calculés à cette période, mais on pourrait peut-être encore plus s'amuser à le refaire aujourd'hui, faisaient que les salariés payaient de leur poche, selon qu'ils fassent 5, 10 000 ou 20 000 kilomètres, de 1 300 à près de 4 000 euros de leur poche, c'est-à-dire qu'ils payaient pour aller travailler. On avait fait annuler à l'époque des dispositions sur le temps partiel qui permettaient à l'employeur de modifier les plannings à tout moment sans aucune compensation. On avait fait annuler la partie sur les forfaits jours, qui était très mal écrite. Et puis surtout, on avait fait annuler le passage le plus grave à notre sens, c'est le passage sur le travail de nuit, puisque cette convention collective prévoyait un paiement forfaitaire de 10 € la nuit. Voilà, vous pouviez travailler toute une nuit pour 10 €, formidable. Et ça, le Conseil d'État l'avait annulé. Donc, une belle victoire, mais en même temps une victoire à la Pyrrhus, puisque très rapidement, on a eu les ordonnances El Khomri, les ordonnances Macron, et on a eu des syndicats dits réformistes qui se sont dit, c'est pas grave, la CGT, elle a détricoté ce qu'on a fait dans notre convention collective, eh ben, on va le refaire. Et désormais, on peut le faire, puisque les ordonnances El Khomri et Macron permettent d'avoir des accords collectifs moins favorables que la loi dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le domaine du temps de travail. Alors, un accord sur le travail de nuit a été conclu à nouveau, puisqu'on avait fait annuler les dispositions de la convention collective. Ils se sont remis au travail, ils nous ont pondu un nouvel accord qu'on va essayer de vous décrire, qui est applicable depuis le 1er août 2022. Donc, vous voyez, c'est tout frais et il nous semblait important d'expliquer aux salariés du secteur quels étaient leurs droits, parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont balisées dans cet accord. Et sauf que si on ne les connaît pas, ça veut dire que les patrons en feront ce qu'ils voudront. Et je peux vous dire, connaissant bien ce secteur, qu'ils sont très forts pour enfumer les salariés avec tous les dispositifs qui existent, la modulation et l'annualisation du temps de travail, par exemple. Je ne connais pas beaucoup de salariés qui sont capables aujourd'hui de suivre leur compteur d'heures, de savoir à quel moment ils ont droit à des heures supplémentaires. Ça va être pareil pour le travail de nuit. Vous allez voir qu'il y a des majorations qui existent, des compensations. S'il n'y a pas une bonne connaissance de l'accord, eh ben, il y aura bien sûr des salariés qui se feront voler du salaire, qui se feront voler de la santé, qui se feront voler de la vie privée et familiale. Voilà, et ça, c'est inacceptable. Donc, au-delà du webinaire, on essaiera de revenir vers vous avec des outils de simplification, des outils qui vous permettront de tenir les comptes, de savoir exactement le nombre d'heures que vous avez effectuées et les compensations qui vous sont dues à ce titre. Alors, on va commencer par définir ce qu'est un travailleur de nuit, puisque pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut réaliser un certain nombre d'heures. On peut travailler ponctuellement la nuit sans être considéré et avoir les mêmes garanties que les travailleurs
dit de nuit. On pourrait parler de travailleuses dans ce secteur. Donc, pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut travailler au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures dans la plage horaire du travail de nuit. Donc, la plage horaire, c'est 22 heures jusqu'à 7 heures du matin. Toutefois, elle peut être modifiée, par exemple, pour devenir une plage qui va de 21 heures à 6 heures du matin. Tout ça peut se faire par voie d'accord d'entreprise. Donc, c'est uniquement si vous rentrez dans cette définition et que vous avez un certain volume d'heures dans la plage horaire de nuit que vous êtes considéré comme travailleur de nuit. Alors, dès lors que vous êtes considéré comme travailleur de nuit, vous avez droit à des compensations. Ils ont fait un petit peu d'effort par rapport aux dispositions qu'on avait fait annuler, puisque d'un défraiement de 10 € pour une nuit de 12 heures, ils sont passés à une majoration de 5% du taux horaire, à quoi s'ajoute un repos compensateur de 5% du temps de travail de nuit. Donc, on va prendre un exemple. On va parler d'une nuit de 10 heures avec les magnifiques salaires qui sont offerts par les patrons du secteur. On s'est basé sur le SMIC, bien évidemment, 11,07 €. Eh bien, vous aurez droit à une majoration de 0,55 centimes de l'heure, soit 5,50 € pour la nuit de 10 heures. Et vous aurez droit à 1 heure de récupération par tranche de 20 heures de travail de nuit. C'est vous dire qu'il faut un petit peu ramer quand même pour avoir ces compensations. Statistiquement, ce n'est qu'une statistique, bien évidemment, mais quand même, elle est importante. On sait que quelqu'un qui travaille la nuit de façon régulière vit 5 ans de moins que quelqu'un qui travaille le jour. Voilà. Donc, est-ce que nos vies ont un prix? C'est ce qu'ont semblé penser un certain nombre de partenaires, et j'y mets des guillemets sociaux, en signant un tel accord qui, d'une part, donne une valorisation du salaire qui est minable, mais surtout qui donne très peu de récupération, qui permettrait justement de faire mentir cette statistique qui dit qu'on vit moins longtemps. Et puis, comme ils avaient peur qu'on retourne devant la justice pour faire annuler ce nouvel accord, ils ont également ajouté quelque chose qui n'existait pas, c'est qu'au-delà de 8 heures, toutes les heures de nuit donnent lieu à une compensation de 100%. C'est-à-dire, si vous travaillez 10 heures, eh bien, vous avez droit à 2 heures de récupération. C'est un petit plus par rapport à ce qui existait avant, mais ça reste néanmoins fortement insuffisant à mon sens, puisque dans ce cas-là, pour cumuler des journées de repos, enfin, ou en tout cas des nuits de repos, il faudra du temps. Et ce temps sera trop long pour que le corps puisse récupérer des contraintes liées au travail de nuit. Alors, il y a des grandes questions qu'on nous pose sur le travail de nuit. C'est d'abord, est-ce que je peux refuser de travailler la nuit? Alors, la réponse est oui, et heureusement, ça c'est une protection qui est importante. Quand vous travaillez de jour et qu'on vous propose de travailler la nuit, vous avez le droit de refuser, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. Alors, je vais le dire à titre de précaution, mais il y a les règles et puis il y a le terrain. Voilà. Alors effectivement, le patron n'est pas idiot. Il ne va pas vous licencier en écrivant explicitement sur votre lettre de licenciement qu'il vous licencie parce que vous avez refusé de travailler de nuit. Il trouvera bien d'autres motifs et vous pouvez faire confiance à leur imagination. Deuxième question qui revient là aussi souvent, et c'est les travailleurs de nuit qui nous la posent. J'ai accepté de travailler de nuit parce que je n'avais pas forcément le choix d'un point de vue économique. J'avais besoin d'un emploi. Est-ce que je peux revenir en arrière? Alors là aussi, il y a des nouveautés. Donc effectivement, vous pouvez demander une affectation à un poste de jour. Vous devenez prioritaire pour avoir ce poste de jour dès lors qu'un poste équivalent sera à pourvoir au sein de l'entreprise. Voilà. L'employeur devra vous apporter une réponse dans un délai maximum d'1 mois. Ceci dit, vous apporter une réponse, ce n'est pas vous dire oui. Donc, il pourra très bien vous dire non. Et puis, comme on est dans des boîtes où les salariés sont totalement atomisés, bon courage pour savoir si oui ou non, il y avait bien des postes à pourvoir de jour. Donc là aussi, je reprends mes précautions initiales. Il y a les règles écrites et puis il y a la vraie vie où les travailleurs qui bossent la nuit, ils sont souvent condamnés à continuer, même si ils ont changé d'avis.
Autre question qui revient très régulièrement, est-ce que j'ai droit à une pause durant la nuit? Eh bien oui, ça c'est formidable. Vous avez droit à une pause d'au moins 20 minutes, au même titre que tous les autres salariés d'ailleurs, puisque c'est la règle. Au bout de 6 heures de travail, il faut une pause à minima de 20 minutes. Mais dans le secteur de l'aide à domicile, bah, on s'aperçoit que la pause de 20 minutes, c'est pas possible du tout. Parce que quand vous vous occupez d'une personne en perte d'autonomie, vous n'allez pas quitter le domicile et puis aller, comme un patron a osé me le dire, en discothèque pendant la pause. Voilà. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous ne pouvez pas prendre cette pause, il faut vous la faire rémunérer. C'est la fin d'une hypocrisie, voilà, parce qu'on avait, dans le précédent accord qu'on avait fait annuler, on avait aussi gravé dans le marbre cette pause de 20 minutes, mais elle n'était pas payée quoi qu'il arrive, parce qu'ils se retranchaient derrière la loi, ce qui est un comble pour arnaquer un peu plus les salariés. Comment ça se passe pour le transport? Bah, bien évidemment, quand on bosse la nuit, c'est un petit peu compliqué parce que quand on utilise les transports en commun, bah, les horaires ne sont pas toujours adaptés et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, en théorie, vos sympathiques patrons sont censés organiser les plannings d'intervention pour vous permettre, quand vous n'avez pas de véhicule, de pouvoir emprunter les transports en commun. Alors là aussi, c'est très joli, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, ils ont été sympas, ils nous ont dit quand même qu'à titre exceptionnel et seulement après l'autorisation de l'employeur, un taxi pourra vous être sympathiquement payé par l'entreprise. Bon, je n'y crois pas trop. Il faut vraiment là-dessus qu'il y ait des batailles collectives parce que quand vous êtes seul face à votre employeur, je peux vous dire que ça va être très compliqué et certains sont sans vergogne et n'hésiteront pas à vous dire qu'il y avait la possibilité de prendre un vélo, une trottinette ou tout autre moyen un peu exotique pour vous déplacer sans faire supporter le coût du taxi à l'entreprise. Alors, l'employeur a-t-il des obligations avant de vous faire travailler de nuit? Alors, effectivement, il est censé vérifier au domicile du client si les conditions de salubrité et de sécurité pour le salarié sont réunies. Alors, quand on parle de sécurité et de salubrité, on pense bien sûr à l'endroit où le travailleur pourra s'asseoir, s'allonger. Et puis, c'est nouveau dans cet accord, l'employeur est censé s'assurer que vous puissiez à tout moment joindre un référent. Je vous souhaite bon courage pour l'avoir testé. À une certaine heure, trouver un référent. Alors, vous aurez peut-être un numéro de téléphone. Alors, si ça répond, bah, écoutez, vous m'appelez et je serai le plus heureux des hommes, mais je ne pense pas que je vais être trop dérangé sur ce point. Est-ce que mon employeur peut modifier mon planning de nuit? Alors là aussi, il y a quelques restrictions qui sont un peu plus importantes que dans les autres cas de modification d'un planning de jour, par exemple. L'employeur devra respecter un délai de prévenance de 7 jours. Si toutefois vous refusez, ça ne constituera pas, là aussi en théorie, un comportement fautif, mais ne vous inquiétez pas, quand il s'agira de vous saquer, il trouvera bien un autre motif. Et puis, comme ça suffisait pas, c'est quand même dingue hein, de filer 55 centimes de l'heure aux pauvres salariés qui travaillent de nuit, leur payer un taxi quand il n'y a pas de transport en commun, c'était too much. Alors, avec les signataires de cet accord sur le travail de nuit, ils ont inventé, enfin réinventé, puisque ça faisait partie de ce qu'on a fait annuler par le Conseil d'État, ils ont réinventé la présence de nuit. Et j'en reviens à l'introduction qu'a faite Samira tout à l'heure. La présence de nuit, c'est une fois de plus la négation du temps de travail. Voilà. Vous êtes présent, mais vous allez voir, vous ne travaillez pas forcément. Alors, cette présence de nuit, c'est quoi? Alors, c'est une période au cours de laquelle vous allez être au domicile de votre bénéficiaire, une période qui ne peut pas être inférieure à 10 heures. Vous allez comprendre pourquoi dans un petit moment. Et c'est une présence de nuit, on ne parle plus de temps de travail, hein, c'est très choquant, qui ne peut pas excéder plus de 5 nuits sur une semaine. Alors, comme ils ont à nouveau eu peur de l'annulation de leur accord, ils ont un petit peu bétonné, ils ont ajouté, attendez, si la présence de nuit
nécessite une vigilance continue et permanente, non, on va payer toutes les heures, on va être sympathique, vous serez payé comme un travailleur de nuit. Mais vous allez voir qu'au-delà des bonnes intentions affichées quand on lit ce texte, ils nous ont inventé des heures d'équivalence, réinventées parce que ça a déjà existé et ça existe encore dans certains domaines. Mais les heures d'équivalence vont à contresens de l'histoire et du progrès social. Pour vous donner un exemple, les heures d'équivalence, ça existait dans l'hôtellerie, restauration, il y a quelques décennies. Les salariés travaillaient 43 heures par semaine, mais ils n'étaient payés que 39 heures. Et les patrons de l'hôtellerie estimaient, pour justifier cette notion d'heure d'équivalence, ils expliquaient que les garçons de café, quand ils attendaient le client, ils ne travaillaient pas, en fin de compte. Ils avaient les mains dans les poches. Et pourquoi payer de l'argent à des garçons de café qui prenaient leurs pieds à attendre debout l'arrivée des clients? Donc, dans ce secteur de l'hôtellerie-restauration, on a réussi à gommer, à supprimer définitivement ces ordres d'équivalence. Après une décision du Conseil d'État aussi, qui est un peu plus ancienne, mais qui a été salutaire, on a réussi à les faire supprimer. Et bien là, toujours nos sympathiques patrons d'entreprises de services à la personne et les syndicats complaisants qui signent les accords nous ont réinstallé des heures d'équivalence. Alors, des heures d'équivalence, c'est des heures où on est présent dans l'entreprise, mais du coup, où, d'après l'employeur, on ne travaille pas, donc on n'est pas productif, donc on n'est pas payé. Et comme ils avaient besoin quand même de critères pour définir effectivement comment on allait décompter ces heures d'équivalence, ils se sont basés, alors c'est très discutable, ils se sont basés sur l'état du bénéficiaire, avec une grille de notation qui fait qu'en fonction de 5 types de pathologies, vous allez avoir un certain nombre de points. Donc, vous avez un bénéficiaire qui se lève, qui se couche, qui s'assoit seul. Si vous répondez oui, vous avez 3 points. Si vous répondez non, vous avez 0. Le bénéficiaire s'alimente, s'hydrate tout seul. Même logique, oui, 3 points, non, 0 points. Le bénéficiaire assume l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale. Oui, 3 points, non, 0 points. Et puis, ils nous ont remis 2 petits points supplémentaires. Le bénéficiaire est-il atteint d'une maladie mentale ou chronique entraînant des troubles du sommeil nécessitant des interventions? Si oui, moins 3 points, sinon c'est 0. Et pareil, dernier point, est-ce que des gestes techniques comprenant la prise des médicaments doivent être dispensés pendant la phase de sommeil? Oui, moins 3 points, non 0. Donc vous voyez ce système de notation qui est insupportable parce qu'en fin de compte, on peut parfaitement avoir des bénéficiaires qui ont des besoins importants, qui vous demandent un nombre d'interventions extrêmement important dans une nuit, mais qui ne sont pas atteints des pathologies, enfin des 2 dernières en tout cas, qui conduisent à des scores négatifs. Et donc, vous pouvez être appelé à vous lever 7, 8, 10 fois dans une même nuit. Pour faire le parallèle avec une autre convention collective, dans celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, la grille de notation, ce qui semble plus logique, elle est basée sur le nombre d'interventions dans la nuit. C'est un peu plus logique et puis c'est un peu plus facile, entre guillemets, à vérifier, même si la difficulté se pose dans ce secteur de l'aide à domicile, c'est que vous êtes seul. Vous êtes seul avec un bénéficiaire et la charge de la preuve est extrêmement complexe à ramener. Alors, je vous laisse vous amuser à faire une notation. Bon, écoutez, hein, vous avez un bénéficiaire qui se lève, qui se couche, qui s'alimente et s'hydrate, qui assume son hygiène. Vous avez plein de points. Voilà. Et vous allez voir que quand on fait le total, eh ben, il faut juste avoir 0 ou un score négatif pour que toutes vos heures de nuit soient payées. Alors, si vous avez de 1 à 5 points, on va vous payer à hauteur de 2 tiers. Voilà, on va vous payer 2 heures sur 3 heures de présence. Et si vous avez de 6 à 9 points, c'est que votre bénéficiaire il est super forme, mais peut-être un peu trop et peut-être qu'il vous dérange toute la nuit, eh ben, on va vous payer 50%. Voilà, on va vous payer 1 heure sur 2. C'est ça le système de l'équivalence, c'est ce système de notation basé sur l'état du bénéficiaire
nous semble profondément injuste, vraiment. Et vous allez voir que ça a des conséquences. Alors bien sûr, là aussi, ils ont essayé un peu de sécuriser les choses. Donc, on va essayer d'anticiper les questions. Que faire si l'état de mon bénéficiaire évolue? Hein, ça peut arriver. On peut être au début s'occuper d'une personne qui est en pleine forme, et puis malheureusement, son état de santé se dégrade. Les besoins sont plus importants. Donc là aussi, pour éviter l'annulation de cet accord très scélérat, le salarié doit prévenir d'ailleurs son employeur des évolutions dans la situation des clients. D'ailleurs, ils appellent ça des clients. Moi, je dis bénéficiaires parce que ça me choque toujours autant que le secteur lucratif puisse s'emparer de l'humain. Et donc, le texte il dit à l'employeur, si on lui dit qu'il y a plus de boulot, il devra prendre les dispositions. Et puis, surtout, l'accord précise que oui, il va prendre des décisions, d'accord, mais voilà, c'est lui qui décide quelles dispositions il va prendre. Ce n'est pas plus précis que ça. Le salarié peut aussi demander une adaptation de ses horaires de travail en fonction de ses souhaits pour un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il se peut qu'à un moment, effectivement, pour des raisons impérieuses de vie familiale, il puisse demander à revoir cette présence de nuit. Bien là aussi, le texte est assez laconique puisque l'employeur, et je l'ai mis en gros en rouge, dans les limites de son activité et de ses capacités d'emploi, doit dans un délai de 30 jours proposer une révision ou une adaptation des horaires. Ça ne veut rien dire. Si l'employeur est de mauvaise foi, et ils le sont hélas très majoritairement dans ce secteur, eh ben, les présences de nuit, elles ne changeront pas. Et c'est votre santé qui en pâtira, bien évidemment. Alors justement, ces heures d'équivalence, comment sont-elles contrôlées? Vous allez me dire, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes tout seul, voilà. Comment expliquer que la personne vous appelle 20 fois dans la nuit parce que elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de parler, elle a besoin de boire. Le texte dit que, c'est toujours de la théorie, le salarié doit bénéficier d'un suivi renforcé de son temps de travail. C'est-à-dire que avant l'intervention, on doit définir la présence responsable à laquelle il va être soumis. C'est notre fameuse notation qu'on a vue un petit peu en amont. Et puis, après l'intervention, c'est ce qu'ils appellent le double contrôle, et il faut qu'il s'adresse à son patron et qu'il lui dise: «Non, ça ne va pas du tout. Chez madame Michu, je me suis levé 10 fois, ça ne correspond pas du tout à la façon dont vous rémunérez mon temps de présence». Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, on reste quand même sans voix et avec assez peu de retours, sauf là où on a la chance d'avoir des représentants du personnel pour faire évoluer des situations qui, en fin de compte, conduisent à faire que le temps de travail est totalement dévalorisé. Le respect du SMIC n'est pas respecté. Votre droit à la santé, votre droit de citoyen tout court est rogné à 2/3 ou à 50%, suivant la jolie notation qu'aura fait votre patron tout seul dans son coin. Alors, qu'est-ce qu'il doit contrôler votre employeur? En théorie, il doit aller voir ce qui se passe chez votre bénéficiaire une fois par trimestre. Alors, je me marre parce que je ne suis pas certain, mais l'avenir nous le dira, qu'une seule entreprise de ce pays va faire ce job. Voilà, parce qu'en fin de compte, les bénéficiaires, et ce n'est pas pour rien qu'on est dans le secteur lucratif, ce sont des belles tirelires pour lesquelles on encaisse des facturations extrêmement importantes. Et franchement, tant que ça rentre, tout va bien. La santé du travailleur, la santé du bénéficiaire, on s'en moque complètement. Et on a malheureusement eu des exemples de situations complètement dingues, de violences faites tant aux bénéficiaires qu'aux travailleurs. Moi, j'ai vu des gens qui étaient prêts à s'écrouler devant moi, tellement l'intensité du travail de nuit était dense. Donc là aussi, on a une théorie qui semble habiller un accord, mais voilà, c'est en pratique qu'on est vraiment extrêmement inquiet. Et on en veut d'autant plus aux organisations signataires de s'être contentées de ça, alors qu'elles connaissent le secteur au moins aussi bien que nous.
Alors justement, j'en viens aux signataires de cet accord. Voilà. Il n'y a plus, depuis la dernière élection sur la représentativité de 2021, il n'y a plus dans cette branche que la CFDT, la CFTC, la CGT et Force ouvrière qui sont représentatifs. La Confédération des cadres est sortie de la représentativité. Et alors, cet accord, il a été signé par 2 organisations. C'est pas joli de balancer les autres organisations, je le fais rarement, mais on est tellement révolté par ce qu'on vient de vous présenter qu'on a envie de le dire. Voilà. On a CFTC-FO qui représente pour l'un un peu plus de 26%, 14% pour l'autre, donc 41%. Ils ont signé un accord minoritaire qui va engager des milliers de travailleuses et de travailleurs et qui va les obliger à subir cette présence de nuit, voilà, qui, je le répète, est la négation totale du salaire minimum, des règles sur le temps de travail. Voilà, ça fait exploser toutes nos règles, y compris celle du lien de subordination, vous voyez, qui est la base du salarié. On est d'autant plus déçu que cet accord minoritaire, on aurait pu le faire capoter. Et on a proposé à la CFDT d'exercer un droit d'opposition qui l'aurait rendu nul et non avenu. Alors, autant elle critique l'accord, j'ai été regarder sur leur site internet, c'est toujours intéressant de voir un peu comment s'expriment les organisations syndicales concurrentes. Alors, ils sont très critiques, mais en même temps, ils ont refusé de le faire annuler. Et c'est une véritable hérésie d'en être arrivé là, puisque on avait tout pour bien négocier. On avait cette décision du Conseil d'État obtenue par la CGT qui les empêchait de mettre en place, au niveau de la branche, des accords sur le travail de nuit. Et on était fort pour négocier. On avait la possibilité, avec la CFDT, de les empêcher de faire appliquer cet accord. On n'a pas pu le faire. On avait toutes les cartes en main et 2 syndicats minoritaires et le 3e qui ne nous a pas suivis, eh ben, on laissait faire un truc qui va faire des dégâts sur la santé. Je pense à ça en priorité, parce qu'on est dans le secteur le plus accidentogène. Voilà, à l'inverse de tous les autres métiers, y compris ceux qui paraissent physiques, plus dangereux comme le bâtiment, les maladies professionnelles, les accidents du travail diminuent. Dans le secteur des services à la personne, il explose. Et cet accord est pour nous une bombe à retardement. Il faudra regarder les chiffres, il y aura certainement de nouvelles études qui viendront nous dire un peu ce qui se passe, mais je pense que cet accord sur le travail de nuit aura des conséquences malheureusement extrêmement négatives sur la santé des travailleurs, sur leur vie de famille aussi, parce qu'il faut savoir que les personnes qui acceptent ces métiers, ces contraintes aggravées par des accords scélérats, sont souvent des personnes qui sont dans une grande précarité. Et moi, je vois beaucoup de mères de famille. Alors, on peut parler après de l'éducation des enfants, mais quand on oblige les gens à travailler la nuit dans ces conditions-là, on les oblige aussi à ne pas pouvoir s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Voilà. Je pourrais multiplier les exemples de ce que ça provoque sur la vie sociale et familiale d'un certain nombre de personnes. On va bien sûr vous livrer notre conviction. Alors, on a parlé un peu juridique au début de cette présentation, mais il y a quand même d'autres moyens plus sûrs que le juridique, même si on va continuer à mener la bagarre, et on espère bien que grâce à la saisine de la Cour de cassation, du Conseil d'État, mais il faut encore que les affaires se présentent, on ira jusqu'au bout, mais il y a d'autres moyens. Et avant de passer la parole à Chérifa, on va vous diffuser une petite vidéo pour vous donner une idée de ce qu'on a envie de vous dire.
pense que vous voyez où on veut en venir. Mais juste avant de passer la parole à Chérifa, j'ai vu qu'il y avait des questions. On va y répondre juste après son intervention, bien évidemment. Et donc, je laisse Chérifa prendre la suite. À toutes. Donc, moi, c'est Chérifa. Je travaille avec Samira au service client de la société O2 Développement, donc le leader en France sur le marché du service à la personne. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne également Stéphane aujourd'hui. Et je suis secrétaire générale du syndicat départemental commerce, distribution et services du 72. Donc, pourquoi s'impliquer et se syndiquer? Je vais vous répondre tout simplement avec le cœur. Donc, se syndiquer à la CGT, notamment, et surtout la CGT, c'est trouver tout d'abord un collectif, des personnes vivant ou non les mêmes expériences que nous. C'est aussi de l'aide et des conseils de proximité par le biais des unions locales, des unions départementales ou au niveau national par rapport à la fédération, qui est très engagée et très déterminée. Des conseils juridiques, comme a pu vous apporter aujourd'hui Samira, adaptés à la situation des salariés et un soutien au quotidien. C'est aussi pouvoir s'organiser dans sa propre entreprise afin de savoir comprendre ce qui s'y passe de l'intérieur, déposer une liste si on le souhaite afin de devenir acteur en ayant la possibilité de devenir élu titulaire ou suppléant donc au CSE, économique, social et comité social et économique, anciennement CE, participer aux négociations annuelles obligatoires et surtout construire un rapport de force pour ne pas laisser le monopole aux organisations patronales et ou organisations d'accompagnement, sans les citer, qui travaillent main dans la main depuis des années et notamment depuis les ordonnances Macron, qui signent des accords beaucoup moins valorisants que les conventions collectives qui sont déjà très peu avantageuses pour les salariés de notre secteur d'activité. Donc, sur un plus large spectre, se syndiquer à la CGT, c'est lutter contre ce système qui nous retire petit à petit nos droits et nos acquis, la sécurité sociale, les allocations chômage, la retraite. Il est temps aujourd'hui de remettre le salarié, de vous remettre, de nous remettre tous ensemble au centre de tout, car si le patronat se porte bien, c'est évidemment grâce à notre force de travail. Donc, c'est comme ça qu'il s'enrichit. La CGT donc fait le choix de la démocratie. Elle décide de ses orientations avec les syndiqués. Donc, c'est vraiment une communication et c'est pas le sachant en haut et le reste en bas. C'est vraiment un collectif. Les adhérents sont regroupés dans des syndicats. Comme je disais tout à l'heure, on a créé le nôtre dans le 72, qui sont les organisations de base de la CGT. Être citoyen dans le syndicat est au cœur de la vie syndicale. Donner son opinion, débattre et participer à la prise de décision notamment, s'impliquer dans la vie syndicale et y exercer ses responsabilités si on le souhaite, bien sûr. Merci beaucoup, Chérifa. Comme je le disais, j'ai essayé de répondre aux questions par écrit. Alors, il y a des questions très intéressantes de Sarah qui nous indiquait qu'il y avait la grille GIR et qui permet effectivement de définir le niveau d'autonomie du bénéficiaire et la grille MDPH également pour les personnes en situation de handicap. Ça aurait pu effectivement être un critère également, bien qu'insuffisant à notre sens, puisque le nombre d'interventions aurait dû être pris en compte, mais ça aurait été certainement un critère oui, plus pertinent. Mais comme je vous le disais dans mon intervention, la loi permet désormais des dérogations dans la plupart des domaines du droit du travail. Il y en a encore quelques-uns qui sont sanctuarisés, le salaire minimum interprofessionnel, des choses comme ça, mais en tout cas, on peut déroger à beaucoup de choses. Et c'est pour ça, et Chérifa a eu raison de le rappeler, que c'est important de se syndiquer, c'est important de voter aux élections, c'est important de se présenter aux élections, parce que le constat dans ce secteur, c'est que seulement 18% des accords collectifs sont signés dans les entreprises, sont signés par des organisations représentatives. Et quand vous savez que dans ces organisations représentatives, il y en a, comme je viens de vous le démontrer, qui signent n'importe quoi, il y a de quoi avoir des frissons dans le dos. Alors, ce n'est pas une page de pub pour la CGT, c'est un message vraiment qu'on a envie d'envoyer aux salariés du secteur. Voilà, on sait
quelles sont vos difficultés, on sait quelle est votre précarité, mais maintenant, il faut résister. Voilà. Je sais que malheureusement, notamment les travailleuses de nuit qui sont les plus précaires, n'ont pas le réflexe de se tourner vers un syndicat, n'ont pas le réflexe de s'organiser. Mais à un moment, je me dis, bon sang, il y a des groupes qui foisonnent sur les réseaux sociaux. C'est très bien, très, très bien. Mais la vraie bataille, là, si vous voulez éviter les accords de ce type qui vous volent vos droits, eh ben, voilà, il faut qu'il y ait des élections dans votre boîte. On sait faire, on peut vous aider, vous accompagner. Il faut qu'il y ait des candidats et puis il faut qu'il y ait des salariés qui votent. On ne peut plus se contenter de taux de participation qui oscillent entre 5 et 10% aux élections professionnelles. Ce n'est pas une question de réussite pour nous, c'est une question vitale pour ceux qui travaillent dans les entreprises. Alors, Sarah me pose la question, l'évaluation de bénéficiaires est faite sur les grilles dont je faisais état tout à l'heure, c'est-à-dire la MDPH et la grille GIR, mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'état du bénéficiaire qu'on mesure, c'est la façon dont intervient le salarié. Voilà. Donc, du coup, ils ont déconnecté les deux. Donc, il peut très bien y avoir une notation GIR ou MDPH d'un côté, et il peut très bien y avoir la notation que je vous ai présentée sur la base des 5 difficultés ou pathologies qu'a un bénéficiaire. Voilà. Mais vous avez raison, hein, effectivement, il y aurait une logique à ce qu'on utilise les grilles existantes. Oui. Il y avait une remarque de Sarah également qui disait « ce type d'accord pousse les gens à ne plus accepter ». Hélas, il y a beaucoup de salariés, là aussi les plus précaires, qui n'ont pas le choix, même si on assiste à ce qu'on appelle plus largement la grande démission. Effectivement, le secteur manque de main, et pour cause, hein, vu ce qu'il propose aux salariés. Donc, globalement, mais là aussi, ça rejoint mon propos, c'est le moment de négocier. Voilà. Quand on signe un contrat de travail, on ne négocie pas, on signe en bas et on se tait. Et bien aujourd'hui, il y a de la demande. Donc, il faut négocier. Une fois de plus, profiter de ce petit espace où les salariés, entre guillemets, reprennent un peu le pouvoir. Ça risque de ne pas durer trop longtemps. Encore que, on est aujourd'hui dans un secteur à forte pénurie de main-d'œuvre. On a des besoins qui vont exploser et on a surtout une pyramide des âges dans le secteur où les salariés ont 10 ans, voire 11 ans de plus que dans le secteur privé globalement. On va avoir des vagues massives de départ en retraite de salariés abîmés en général dans les 10 années qui viennent. Donc, on espère que là aussi, on pourra en profiter, et vous, salariés, et nous, organisations syndicales, pour pousser les patrons dans leur retranchement. Mais il faut savoir que les organisations patronales de ce secteur, l'une affiliée au MEDEF et l'autre à la CGPME, donc les petites et moyennes entreprises, se comportent comme des requins. Voilà. Et en fait, le constant chantage qu'ils font, c'est celui qui consiste à dire à l'État, donnez-nous plus de subventions et on augmentera les salaires. Voilà. Et donc, j'ai l'occasion de leur dire assez souvent, et c'est toujours assez plaisant pour moi, un secteur économique qui n'est pas capable de payer ses employés, de leur verser un salaire décent, de les former, un secteur lucratif, il a plus lieu d'exister. Si on sollicite l'État toutes les 5 minutes pour voir du fric, écoutez, revenons à un grand service public de l'autonomie. Alors, je ne sais pas, Sarah, vous reposez des questions sur la PCH, mais voilà, toujours même réponse. Oui, effectivement, il y a quelque chose de paradoxal. Mais comme je vous le disais, c'est déconnecté. Les grilles de notation MDPH et celles de la GIR servent à attribuer un nombre d'heures. Voilà. Mais ce qui n'empêche que le patron, en vous payant en présence de nuit plutôt qu'en temps de travail effectif, il va gagner de l'argent sur le dos du salarié en fin de compte. Et c'est toute l'histoire de la construction de ce secteur. Parce que les entreprises pleurent, disent oh, on a des marges extrêmement faibles. Mais non, leurs marges ne sont pas faibles parce qu'ils violent tellement le droit du travail. Et parfois, ils le violent de façon, entre guillemets, légale, puisqu'ils ont de gentils signataires d'accords collectifs, que les marges, elles sont importantes. On a parlé du travail de nuit, on pourrait parler du temps passé dans les transports entre deux missions,
On pourrait parler des temps d'attente intervacation. Voilà, tout ça, pour eux, c'est pas du travail productif. Donc, ils se sont arrangés pour trouver des mécanismes qui permettent, en faisant des espaces entre vos interventions, ce sont des choses qui leur permettent d'échapper au paiement de ce temps de travail que eux qualifient de non productif. Marie Séchère nous dit qu'il y a un gros problème de reconnaissance. On est totalement d'accord avec vous, Marie. Même si on se bat, on mène depuis des années des campagnes, et on l'a fait d'ailleurs pendant la crise sanitaire où grâce à vous, eh bien, les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ont pu continuer à vivre aussi normalement que possible. Effectivement, les applaudissements, c'est bien. On aurait préféré, notamment dans le secteur lucratif, que vous ayez une reconnaissance plus importante de la société, mais qui aurait pu aussi passer par la revalorisation de vos salaires ou le versement de primes dont vous avez été privé, contrairement à d'autres secteurs du sanitaire et social. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout état de cause, on va pouvoir prolonger les discussions si vous le souhaitez. On vous a donné l'adresse de nos réseaux sociaux. On est joignable, disponible pour échanger avec vous. D'un point de vue philosophique, on est tout à fait partant pour parler de comment pourrait-on transformer ce secteur, si toutefois ce secteur mérite d'exister, dont je doute un peu. Comment on peut pousser l'État à prendre ses responsabilités pour que nos aînés soient bien traités. Voilà, on a vu la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale ces derniers jours. Il y a beaucoup d'annonces, comme d'habitude. Ils sont très forts en communication. Mais dès qu'on gratte un peu, on voit bien qu'il n'y a pas une réponse suffisante. Et la réponse suffisante passe vraiment par un financement différent de l'aide à domicile. Et puis par un encadrement différent de ces entreprises du secteur lucratif. Alors, c'est valable dans la petite enfance, c'est valable dans la perte d'autonomie. Il faut que l'État intervienne. Alors, Sarah nous demande si on pourra avoir une rediffusion. Bien évidemment, ça sera faisable, mais ça, je vais laisser la parole à Laurence qui va vous expliquer tout ça. Et puis, je peux également vous annoncer que si vous le souhaitez, je vous enverrai avec plaisir le document PowerPoint que j'ai projeté. Et éventuellement, si vous avez besoin de me contacter pour aller plus loin, avoir des précisions, n'hésitez pas. Je me rendrai disponible pour répondre à vos questions. Oui, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, Stéphane. Donc oui, il y aura un replay. On va vous l'envoyer par mail, ainsi qu'effectivement le document qui a été partagé pendant le webinaire. Et puis, je pense qu'on mettra aussi sur les réseaux sociaux. Donc, vous inquiétez pas, vous serez informés de tout ça en direct par mail. Si vous en êtes d'accord, si jamais vous ne voulez pas recevoir de mail, vous pouvez nous le signaler dans la discussion et on ne vous en enverra pas, tout simplement. N'hésitez pas à partager autour de vous. En tout cas, voilà, on a vraiment été contents de faire ce premier webinaire. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, j'espère, et j'espère qu'on va faire grossir la communauté qu'on essaye de construire. On va continuer à travailler. Voilà, on n'était pas forcément très nombreux aujourd'hui, mais je suis sûr que ça s'améliorera. Puis je suis sûr aussi que vous serez de très bons relais pour faire passer la bonne parole à vos collègues. J'ai envie de vous dire un truc qui n'est pas de moi, mais j'ai envie de vous dire révoltez-vous, parce que franchement, il y a trop d'injustice dans ce secteur. Donc vraiment, un grand merci à Samira, Sherifa pour leurs interventions, à Laurence et Stéphanie qui ont géré magnifiquement la technique comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée.